Et Rooney, à un moment donné, il y a une touche, on perd le ballon et il est à la moitié de terrain, tu vois. Et je vois, il tourne la tête pour voir où je suis. Oh, je dis, s'il frappe, je suis mort. Nos regards se sont croisés et j'ai dit à ce moment, c'est un match super moyen. Il dort tout le match, il se réveille les 15 dernières minutes du match, il m'en plante deux. Mais pour la petite histoire, mais la dernière action que j'ai subie en tant que footballeur professionnel, bah, c'était un énième coup à la tête. Tu vois? Donc, je l'ai ressenti directement, hein. C'est-à-dire que je me suis relevé et j'ai senti quelque chose de différent. Et ma première action, et j'ai eu une espèce de larme qui a coulé. Ça a été un petit peu. Et après, c'est Fabien Barthez qui m'appelle. D'un côté, je vais apprendre de Fabien Barthez. Mon niveau d'exposition à quelqu'un qui a vécu ce qu'il a vécu, qui partage le même poste que moi, et on a des caractéristiques qui étaient quand même, somme toute, relativement similaires. Yo l'équipe, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve encore une fois pour une nouvelle interview et aujourd'hui j'ai le grand plaisir de recevoir Quentin Westberg, gardien de but de la fameuse génération 86-87, plus de 20 ans dans le monde pro, une belle longévité et tout ça c'est aujourd'hui. Bonjour Quentin, comment tu vas? Salut Bilal, ça va bien, merci à toi. Ça va super. En tout cas, merci d'avoir accepté mon invitation et d'être présent aujourd'hui avec nous, hein. C'est avec plaisir, c'est normal. Je sais ce que tu vis, je sais ce que c'est d'avoir des podcasts, des interviews. Donc, pour toutes les fois où moi je les demande, il faut bien les rendre aussi. Et c'est avec grand plaisir. C'est très gentil de ta part. Ouais, je sais que vous faites un podcast avec notamment Sébastien Basson qu'on a reçu ici et Ricardo Facci aussi. Ballon main corps, on reviendra dessus plus tard. Et C'est ça. du coup, est-ce que la santé ça va? Ça c'est important. Écoute, la santé, ça va très bien. J'ai pas à me plaindre pour un papa, pour un mari, pour un, tu vois. Mais c'est vrai que pour un athlète professionnel, bah, tu vois, j'imagine que tu me poses cette question avec ça derrière la tête. C'est que ben, comme pour beaucoup, j'ai pas choisi ma fin. Tu vois, c'est un thème qu'on a souvent évoqué dans Ballon Main Corps. Mais la dernière action que j'ai subie en tant que footballeur professionnel, bah, c'était un énième coup à la tête. Tu vois? Donc, voilà, c'est pas du tout une fatalité parce que je considère que j'ai eu énormément de chance pendant 20 ans. J'ai été vraiment épargné de grosses blessures et surtout de mauvais coups. Mais l'agrégation de coups à la tête, d'exposition à des chocs, tu vois, ont fait que ce dernier en question, ah, c'était celui de trop. C'était celui de trop et je l'ai ressenti directement, hein. C'est-à-dire que je me suis relevé et j'ai senti quelque chose de différent et ma première réaction, c'est waouh, ça, c'est celui de trop, tu vois. Et j'ai eu une espèce de larme qui a coulé. Ça a été un petit peu. Ça s'est terminé comme ça, finalement. Après, j'ai bien sûr essayé de revenir. Mais tu vois, je suis encore en soins. Je suis encore en soins pour retrouver mes pleines capacités cognitives et physiques. Je suis pas exactement à mon top niveau physique. Mais Mhm. par contre, au niveau cognitif, j'ai retrouvé quand même mes meilleures sensations. J'ai moins d'absence, j'ai moins de bugs, ma mémoire est quand même relativement encore là. En tout cas, ça va beaucoup mieux. Donc, je pense que c'est important d'en parler. Tu vois, c'est vrai que c'est quelque chose Carrément. qui est traité très, très sérieusement ici, les commotions cérébrales. Et pour l'avoir vécu maintenant, tout ce travail de prévention, quand on a l'impression de se dire que ça arrive qu'aux autres, bah, franchement, quand tu es dans le nerf de la guerre et quand à des moments, tu n'es même pas maître de tes émotions, de tes sentiments, de tes réactions, ça fait flipper. Et c'est pour ça que, bah, tu vois, d'une simple question, je rentre un peu dans le détail, mais c'est vraiment super important pour tous les gens qui nous écoutent, tous les athlètes en herbe. Soyez super vigilants par rapport à ça, parce que moi, par exemple, je me considère chanceux encore Mhm. d'avoir arrêté au bon moment. Parce que Oui, je pense que si là, tu me reprends dans l'état dans lequel je suis et que je reprends le même genre de choc que j'ai reçu sur le dernier, je pense que ça va en se dégradant bien plus rapidement. Et Dieu seul sait comment je pourrais me sentir. Donc, bien sûr que là, c'est un petit chemin de croix pour retrouver mes pleines sensations. Je pourrais plus jamais être sportif professionnel, ça je le sais, je le sens. Mais par contre, je pourrais me rapprocher d'un niveau de tolérance à l'effort physique qui sera suffisant pour vivre une deuxième belle partie de vie. oui, je comprends. Et ouais, c'est ce que moi j'avais vu exactement comme tu me le dis. En faisant mes recherches, je suis tombé directement sur ces articles-là et j'ai suivi aussi que tu en avais vécu deux de suite, presque une semaine d'intervalle ou 2 semaines à peu près. Donc c'était terrible. Et comme on dit, la santé, c'est de loin le plus important, les gars. Donc très important, la santé et les proches. Mais du coup, l'après-carrière, comment ça se passe? Est-ce que toi, tu l'avais anticipé, on va dire? Est-ce que tu avais préparé quelque chose en un mot, même sans parler de ça, tu vois? Ouais, bien sûr. À 38 Ouais, ans, si tu pas une idée que le foot, ça allait s'arrêter pour moi, je pensais vraiment avoir quelques années de plus, tu vois, parce que je faisais tout ce qu'il fallait
pour être au top de ma forme physiquement, et même j'étais frais, même si j'étais dans un rôle d'accompagnement qui m'aurait pas satisfait toute ma vie, tu vois, ton ego, il en prend un petit coup quand même, tu vois, parce que Ouais, tu avais l'impression d'être quand même encore potentiellement au niveau, tu vois. Mais j'étais quand même dans un plaisir de ma routine et tu vois, j'étais en train de clore un beau chapitre, mais je me donnais encore quelques années, tu vois, pour pousser d'un côté et pour accompagner de l'autre. oui, Maintenant, j'y avais pensé naturellement. À 38 ans, j'aurais été fou de ne pas savoir que j'étais beaucoup plus proche de la fin que du début, tu vois. De savoir que ça allait s'arrêter aussi soudainement, absolument pas. Mais j'avais mis pas mal de choses en place. J'ai mis pas mal de choses en place. Et la plus importante, c'était, bah, en fait, j'ai jamais consommé ma vie de footballeur. Je l'ai toujours vécu et j'ai toujours appris de chacun de mes passages partout où j'ai été. Donc, c'est-à-dire que quand je dis j'ai pas consommé ma vie de footballeur, c'est que j'étais pas uniquement, je me lève, je vais petit déjeuner, je vais à mon foot, je reviens. Tu vois, j'essaie de ouais, vraiment comprendre mon environnement, comprendre pourquoi dans certaines équipes ça a marché, pourquoi dans d'autres ça a moins marché, pourquoi bah, quand tu as une agrégation de joueurs d'un tel profil, ça marche mieux qu'un ouais, autre. Enfin, tu vois, j'étais en train de construire un tout petit peu mes fondations pour ma post-carrière qui je pense sera assez naturellement dans le football, ou en tout cas c'est ce que je souhaite. Mais j'ai tout d'abord évolué comme ça de manière assez inconsciente. Et puis, quand à partir de 30 31 ans, au gré des clubs que j'ai fréquentés, les coachs, les directeurs sportifs, les dirigeants, d'une manière ou d'une autre, on me disait qu'est-ce que tu veux faire après, tu as un certain profil, bah, ça te met la puce à l'oreille, tu vois, si tu le prends pas du mauvais côté, à savoir, ouais, vous êtes en train de me foutre à la retraite ou quoi? Non, non, c'était complètement le ouais, contraire. Je suis en train bien de dire, je sûr. dois dégager quelque chose où je lui fais penser à, et donc du coup, à la place de répondre, je disais, pourquoi t'as quoi en tête? Qu'est-ce que tu penses? Tu vois? Et donc, du coup, j'ai pris beaucoup de mon environnement et ensuite j'ai naturellement passé certains diplômes, certaines formations que je pouvais toujours faire en carrière. J'ai fait pas mal de diplômes avec l'UEFA notamment. Et donc c'est pour continuer à apprendre d'un côté ce qu'on appelle un peu les hard skills, tu vois, les hard skills, et de l'autre côté, continuer à développer mes soft skills, ma connaissance du vestiaire, tu sais, l'affinement des intangibles, tu vois, des choses qui se contrôlent pas nécessairement dans le football. Maintenant, on est dans un football super moderne où tu as envie de tout stater, tu as envie de tout contrôler. Moi, je reste quand même persuadé que plus tu as d'outils, plus tu pourras être précis, mais il y a quand même une part d'impondéré que tu pourras jamais complètement maîtriser Voilà. si t'es pas complètement conscient que un vestiaire est unique, qu'un club est unique et que tu peux pas, il n'y a pas une recette magique, une potion qui marcherait partout. Tu as raison de le dire, il faut certainement pas zapper l'après-carrière en tant que footballeur. Il faut vraiment préparer ces choses-là en amont. Et du coup, Quentin, on va commencer par ton enfance. Je sais que tu es franco-américain. Du coup, avant de te faire opérer par les NF Clairefontaine, ton enfance se passe en France, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est ça. Moi, je suis un enfant de région parisienne, hein. J'ai grandi en région parisienne. Et en fait, le football est arrivé très naturellement dans ma vie, hein. Tu sais, en région parisienne, on te propose pas entre enfin, c'est le foot ou le foot, quoi. Tu joues à la récré, c'est un moyen de sensibiliser. Et puis surtout, ça a été mon truc d'entrée, quoi, tu vois. Et puis, très rapidement, bah, tous mes copains, c'était les copains du foot. Les copains de l'école, c'était les copains avec qui tu joues au foot. Et les copains de classe, c'était les copains avec qui tu joues au foot et avec qui tu parlais de foot, tu vois. Donc c'était un petit peu un espèce de truc très très naturel qui s'est mis en place. Et en fait, tu vois, la région parisienne étant ce qu'elle était, moi j'ai un background qui est pas du tout axé foot, où il n'y avait pas forcément un papa coach ou Ouais. quelqu'un qui avait tu sais, côtoyé ce milieu, loin de là. Mon papa, il est né et a grandi aux États-Unis et a déménagé en France que plus tard avec ma mère. Donc Mhm. du coup, lui, il avait une culture sportive et une culture d'ouverture et une culture sur la culture, tu vois, mais j'ai pas été poussé par mes parents naturellement. J'étais poussé à faire du sport énormément, mais j'ai pas été orienté vers le foot. Ça s'est fait très très naturellement, tu vois, depuis toujours. Et en fait, j'ai toujours été quelqu'un qui était super assidu. J'ai toujours adoré aller à l'entraînement, adoré aller au match. J'étais plutôt tout le temps en demande. Et si j'avais pas entraînement, je jouais dans la rue, je jouais à l'école, je jouais tout seul. Donc, c'est quelque chose qui arrivait très naturellement jusqu'à à cette année d'entrée à l'INF où, bah, tu vois, dans l'année en amont, dans cette année scolaire, j'étais en quatrième à l'époque. Écoute, il y a le PSG qui me voit un tournoi, qui m'invite à faire des détections Ouais. dans un tout petit club, tu vois. Et mon coach de l'époque ou mon ex-coach qui venait de prendre sa retraite me dit, Eh, Quentin, si le PSG, ils sont aussi, parce que c'était pas une fois et puis ils venaient incessamment, ils étaient venus jusque
On était dans un tournoi en fait et le recruteur de l'époque il dit l'année dernière j'avais envoyé un courrier à ton club, on n'a jamais eu de réponse, donc là je viens de voir, donne-moi le numéro de fixe de tes parents, je vais les appeler. Ah Et j'étais en ouais. train de jouer le match, il était dans mon but, tu sais, il était juste derrière. Il y avait corner pour nous et lui il me demandait mon numéro de téléphone, tu vois. Et donc tu vois, moi j'étais assez... Bah, tu sais, quand tu as le PSG qui vient de voir de ton tout petit club de quartier, tu te dis, waouh, qu'est-ce qui se passe? Et au final, il appelle le lendemain, je pense. Mon père, je me rappelle, il avait pris des notes, puis je vais faire des essais, puis ils me font revenir avec, pour un spécifique tout seul avec Philippe Bergerot, je fais un tournoi, le tournoi de Sens avec Ouais. eux. Et de fil en aiguille, bah, mon ancien coach de l'époque que j'avais eu l'année d'avant, qui connaissait lui un peu mieux le milieu, me dit, je vais t'inscrire à Clairefontaine parce que j'étais pas dans les équipes du district, tu sais, les équipes départementales, l'équipe du 92, Ok, 93, ok, ok. même pas, et même pas, jamais été envisagé, rien. Et donc, il me dit, si le PSG, ils ont absolument envie que tu rejoignes leur structure, bah, essaye Clairefontaine, c'est quand même le Graal. C'est lui qui m'inscrit, c'est lui qui m'amène. Je passe D'accord. un tour et puis ça se passe super bien. Je passe un deuxième tour et ça se passe super bien. Je passe un troisième tour. Et là, tu sais, quand ça se passe bien, il y a quand même un ressenti un peu différent. Tu vois, Franck Raviot, l'entraîneur des gardiens, Oui. qui supervisait à l'époque, il me posait toujours des questions un petit peu plus à moi. Un jour, il me convoque et il me dit, ça te plairait d'intégrer l'INF? Je me dis, ouais, je suis pas super expérimenté, mais ça sent quand même pas trop mauvais. Je fais le test. Et là, après le test, j'ai des recruteurs de plusieurs clubs qui viennent me voir. Ils me disent, non, mais il est pris. Maintenant, est-ce que tu peux signer chez nous? Le mec du PSG me rappelle. Il me dit, bon, on sait qu'on va pas venir chez nous. Et donc, en fait, en 6 mois, je suis passé de vide collégien lambda à Clairefontaine la semaine et PSG le week-end. Ouais, le créneau, il est passé super vite là pour toi. Et du coup, cette fameuse génération, comme je disais, 86-87, qui arrive là pour toi, tu fais partie de cette génération complètement. Et les gars, ce fameux documentaire à la Clairefontaine, il nous a tous touchés, j'avoue. C'était l'une même des premières vraies téléréalités, comme dirait Sébastien Bassong. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Nous, il a fallu d'un côté grandir en tant qu'homme, se développer en tant que footballeur et le tout filmer, entre guillemets. Après, les premiers jours, tu le vois, c'est pas du tout naturel quand tu prends la première année, mais après, tu vois, les réalisateurs, ce qu'ils ont très bien fait, c'est qu'ils faisaient partie du décor parce qu'on avait sympathisé avec eux hors terrain et donc on faisait plus la différence quand ils filmaient ou quand ils filmaient pas. Ensuite, il y a eu un deuxième quand même pas choc, mais quand même un deuxième passage, c'est quand à la fin de notre troisième année, bah, le documentaire sort. On savait pas ce Mhm. qui allait sortir. Et donc tous les soirs, pendant 3 semaines, on découvrait le contenu et pour certains, pour d'autres, et puis avec une narrative pour un petit peu plus vendre, ou une narrative qui n'était pas forcément ce que tu avais vécu, un truc. Et là, tu te dis, waouh. Et donc, d'un côté, tu as une espèce d'exposition. Mais à l'époque, il n'y a pas les réseaux sociaux. Comme je t'ai dit, tu te faisais arrêter un petit peu dans la rue, mais vraiment un tout petit peu. Tu vois, c'était, ah ouais, bon, toi, tu es comme mes proches, tu vois, tu as regardé, mais tu réalisais pas qu'autant de monde avait regardé. Et avec Ouais, le temps, ce documentaire est ressorti de plus en plus. Et au gré des générations, il y a énormément de monde qui l'ont regardé. Et une fois que tu regardes un épisode et que tu aimes un petit peu le foot, bah, du coup, tu réalises que maintenant, et là, c'est quand vraiment, tu vois, j'étais à peu près à Tours, je pense, à peu près en 2015-2016, que j'ai réalisé qu'il y avait toute une génération de gamins qui avaient regardé ce documentaire, une génération de gamins qui avaient 10 ans, 10-15 ans de moins que moi, avec qui je commençais à jouer, et qui avaient été bercés à ce documentaire, tu vois. Et c'est oui, là que ça a été un premier wow, tu vois, parce que, en fait, tu as des mecs qui te disent, j'ai mis 6 mois à venir te parler, parce que pour moi, c'était comme si je parlais à quand on allait à Clairefontaine, et tu vois, il y avait une attache émotionnelle qui était largement supérieure que j'ai même pas pu cibler, tu vois. Donc c'est oui. vrai que ce documentaire, il y a eu du bon, il y a eu du moins bon, il t'a exposé à des choses. Moi, je sais qu'il a facilité mon introduction à 3, enfin mon intégration à 3. Quand Ah ouais, j'arrive à putain. 3 pendant 4-5 jours, au centre de formation, tu as tout le monde qui vient Ouais. me parler de documentaire et j'étais content d'en parler. Puis au bout de 3-4 jours, il n'y avait plus rien à redire, quoi, tu vois. Et donc, du coup, par contre, j'avais connecté avec tout le monde, j'avais pu, tu vois, briser un petit peu la glace et du coup, mon intégration s'est faite super facilement parce que grâce au documentaire, mais au bout de 4-5 jours, bah, j'avais plus du tout à en parler, quoi. Jusqu'à ce que je fasse mes premiers entraînements en pro. Et même là, il y a quelques pros qui étaient venus me voir et me disaient, ah, t'étais à Clairefontaine, machin, tu vois. Et ça paraît, bah, au lieu de l'utiliser comme un ouais, ouais, t'as vu, c'est moi, c'était plutôt, ah, génial, ils viennent me parler, donc je vais pouvoir, tu sais, connecter. En fait, M'intégrer, quoi. l'intégration, ça a été beaucoup plus facile. Je l'ai utilisé comme ça, en fait. Et en plus, c'était une génération où certains sont encore potes aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure avec votre podcast avec Ricardo Facci et Seb. Mais aussi, il y a eu des noms comme Atem Ben Arfa, Abu Dhabi, et qu'on a suivi, qu'on connaît. On a vu l'embrouille, on a vu le talent, la technique. Bah, nous, en fait, tu vois, comme je te dis, ce que le documentaire a retranscrit, c'est
c'est presque un souvenir vidéo pour nous, mais c'est pas exactement ce qu'on a vécu. Nous, on a développé des liens qui sont bien plus forts. On atteste le mieux, c'est justement 25 ans plus tard. Ben, en fait, on se lâche pas. Tu vois, on a un groupe WhatsApp où on est tous entre nous, on a des projets ensemble, on a créé une association ensemble pour, tu vois, pour répondre un tout petit peu à la modernisation du foot dans les clubs amateurs dont on est tous issus en région parisienne. Tu vois, avec la génération 86, on se rend dans des clubs pour prêcher un tout petit peu une parole d'apaisement, une bonne parole et pour placer un petit peu de perspective et pour ses enfants et pour ses parents, tu vois, qui nourrissent énormément d'espoir, comme nos parents ont pu avoir, comme nous on a pu avoir à cet âge-là. Et donc, en fait, on veut juste un tout petit peu tempérer et modérer, à savoir, regarde, là, on est 10 de la même génération dans la même salle. Lui, pro 5 ans, lui, pro 1 an, lui, international français, jamais été Mhm. pro. Ouais. Enfin, Oui, on oui. compare toutes les choses et lui, jamais été pro, mais super heureux et super épanoui dans la vie. Et maintenant, il réussit très, très bien sa vie professionnelle. Pour montrer que non seulement il y a pas que un chemin où tu rencontres du succès et un autre chemin où tu échoues. Au contraire, même dans le professionnalisme amène énormément de frustration parce qu'il y a différents échelons. Et il y en a des dizaines d'échelons. Tu vois, il y a les bons joueurs de Ligue 2, il y a les joueurs moyens de Ligue 1, il y a les joueurs moyens de Ligue des Champions, les stars internationales. Et en fait, chaque rang peut amener peut amener la frustration si tu es toujours dans la comparaison. Et donc, en fait, c'est ce qu'on essaye d'amener un petit peu comme perspective, à savoir, tu rêves d'être pro, mais c'est quoi être pro pour toi? C'est être pro Mhm. en national ou c'est être pro et jouer la Ligue des Champions tu sais, tous les ans? Il Ouais. y a quand même un monde d'écart incroyable entre ces deux niveaux, tu vois. Et donc, du coup, c'est pour amener un peu cette perspective. Mais pour reparler de Clairefontaine, effectivement, on a un lien comme familial, tu vois, parce qu'en fait, on a eu une période de notre développement en tant que footballeur et de notre croissance en tant qu'homme qui ont été tellement intenses pendant ces 3 années que, ouais, naturellement, tu vois, c'est comme des membres de ta famille. Tu n'as même pas besoin de t'appeler tous les jours pour savoir que tu es connecté, tu Oui, vois. voilà. Oui. Et c'est ça qu'on aime à rappeler avec Ricardo et Seb, c'est que nous, notre vrai plaisir sur le podcast, c'est de se retrouver tous les trois avec de temps en temps un invité. Pourquoi? Mais pour parler football, pour Et parler de ouais. cette genèse commune qu'on a connue et de ensuite en quoi elle nous a permis d'ouvrir les yeux sur un monde complètement différent qui est le centre de formation dans les clubs et ensuite le monde professionnel. Et ensuite, en fait, on aime bien décrire nos différentes expériences au gré des championnats fréquentés, au gré des modes de jeu, au gré des modes d'entraînement, des cultures, tu vois. Et en fait, quoi de mieux de le faire il n'y a pas plus légitime que de le faire avec des mecs que tu connais depuis que tu as l'âge de 13 ans. Ouais, carrément, ça aide beaucoup. Et pour revenir sur tout ça, moi, comme je t'ai dit ici, on s'arrête sur les moments clés de ta carrière. Et notamment, toi, tu découvres la Ligue 1, que ce soit avec Troyes ou à Evian aussi. Et par la suite, tu décides d'aller à l'Usenac. Parce que pour rappeler un petit peu le contexte de ma question, avec Evian, tu es champion de Ligue 2. Et la saison suivante, vous faites une très bonne saison en Ligue 1. Et avec d'ailleurs des grands noms, Jérôme Leroy, Sidney Govou et j'en passe. Qu'est-ce qui guide ton choix à ce moment-là d'aller à l'Usenac? Il y a deux choses. Ça a été très dur de quitter Evian d'un côté parce que franchement, c'est l'un des meilleurs groupes que j'ai connu. Donc j'ai appris vraiment énormément de ce groupe. Donc ça, c'est quand même une première chose. La deuxième des choses, c'est que en fait, c'était soit je vivais une carrière par procuration, soit je prenais les choses en main et j'essayais de me tester vraiment. Ça a été un énorme Ouais, risque. Ça a été un énorme risque parce que j'étais dans un certain confort à Evian, bien que c'était pas aussi facile que je te le décris maintenant. Il y avait des relations un petit peu tumultueuses avec il y avait beaucoup de changements de coach. Il y avait un directeur sportif qui voulait devenir coach et qui l'est devenu 3 mois après. ah oui, ok, 3 mois après. Enfin voilà, j'avais senti quand même qu'il y avait peut-être un cycle qui se terminait, mais je quittais vraiment à contre-cœur un vestiaire extraordinaire à Evian. ok, ouais. Et après, c'est Fabien Barthez qui m'appelle à l'USNAC. Il y a un Mhm. projet en national. J'étais déjà monté de national en Ligue 2 avec 3. Donc c'était, franchement, ça a été un moment de clairvoyance pour moi. Ça a été un moment de grande maturité, à savoir, je prenais un gros risque sur ma carrière. Mais en même temps, je me challengeais. Je me disais, attends, combien la montée de 3 de National en Ligue 2 a été partiellement grâce à moi ou est-ce que j'ai complètement été drivé par un super groupe? Et si tu es un petit peu l'un des fers de lance, tu vois, un petit peu du recrutement du Mhm. nouveau président qui voulait injecter de l'argent, qui avait emmené Fabien Barthez, tu vois, pour mener un petit peu le côté sportif, côté culturel, le côté aussi un petit peu image, tu vois. Ouais, Comment est-ce que dans un environnement que je connais pas du tout, dans une région que je connais pas du tout, est-ce que tu peux être un leader? Est-ce que tu peux être
un des top recrutements d'un club ambitieux de national niveau que tu connais déjà. Ouais, Tu vois, ouais. parce que moi, pour moi, à 3 j'avais été très important. Donc, je me dis, allez, let's go. Tu vois, j'ai tenté ce pari en me disant, là, c'est vraiment un gros risque parce que je pars dans un club amateur de national. Tu vas pas à Amiens à l'époque où tu vois les clubs qui avaient des structures qui venaient Oui, monter à qu'il y avait un petit truc, Metz, quoi, ouais. tu vois, des clubs qui avaient déjà des structures et tu sais que c'est qu'une question de temps. Il y avait Metz, Strasbourg, Amiens, Boulogne. Tu vois, j'en oublie. Mais Ok, des clubs qui étaient beaucoup plus armés pour remonter déjà, tu vois. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que je me dis, voilà, faut que je prenne mes responsabilités. Ma femme était enceinte de notre deuxième enfant. Et c'était vraiment un truc où je me suis exposé à, d'un côté, je vais apprendre de Fabien Barthez, parce que ouais. ce soit une fois par mois ou 3 fois par an, mon niveau d'exposition à quelqu'un qui a vécu ce qu'il a vécu, qui partage le même poste que moi, et on a des caractéristiques qui étaient quand même, somme toute, relativement similaires, tu vois, dans Oui. la lecture du jeu, à un niveau naturellement différent. Je Mhm. me suis dit, en fait, je paye pour apprendre. Tu vois, là, c'était comme si je reprenais mes études et que je me disais, là, tu vois, il faut pas que je me rate. Tu vois, je fais un choix purement de développement et pas financier et pas carriériste et dans un truc de, si je veux durer dans le foot, il faut que je passe par ces moments-là. Tu vois, et ça a payé. Ouais. Ça a payé. Tu fais, Ça- comme tu dis, un choix de développement, mais c'est quand même un choix risqué. Parce que tu redescends de division, de beaucoup de divisions, et du coup, tu prends quelque part un risque. Mais moi, je veux savoir à quel moment tu décides de partir en MLS et aussi si tu pouvais nous raconter un petit peu ton aventure là-bas. Ouais, bah après, c'est relativement connecté à l'USNAC finalement, hein, parce que Ah ouais? après l'USNAC, bah, en fait, après l'USNAC, c'est la grosse galère, parce qu'au lieu de monter en Ligue 2, on est rétrogradé en DHR. Donc, Mais ouais, ouais, et ouais. ça prend 3 mois à statuer, donc du coup, je me retrouve sans club, ni même, tu vois, tu te dis, bon, si tu montes pas en Ligue 2, tu vas en National, tu vois, et tu dis, bah, on repart, même si ça aurait été dur, tu repars. Tu avais un super groupe, super région, on était heureux. Non, rien. Donc, je me retrouve sans club et je vais connaître ma première expérience en Norvège. Je te la fais rapide, ça se passe super Ok. bien. Mais ça me permet de ne pas rester sans club pendant toute une année. Je fais 4 mois là-bas et je reviens en France à Tours, puis à Auxerre, où je rencontre des fortunes diverses. Mais Mhm. pareil, là, j'étais par contre à chaque fois dans les clubs, euh, parmi les cadres, parmi les leaders, parmi les influents, que je joue, que je joue pas, ma personnalité et ma vision des choses étaient très respectées. Tu vois, donc Ouais. j'avais quelque part un petit peu validé cette case à l'USNAC de, ouais, non, en fait, tu es influent dans un vestiaire, tu es une personnalité. Non, tu joues pas, tu es performant, tu pas performant, c'est une autre chose. Mais tu peux, en fait, quelque part, comme on dit en anglais, un standard setter. Tu vois, tu peux amener un certain standard à l'environnement dans lequel tu évolues. Tu vois, donc du coup, Ok. j'ai rempli de confiance. Et puis, je te dis, en Norvège, ça se passe hyper bien. C'est, je le raconte souvent, mais je suis parti pas à contre-cœur. Mais voilà, le dénouement là-bas se passe et il aurait pu se passer nulle part ailleurs qu'en Norvège où les gens sont hyper corrects, hyper respectueux. Peu importe. Et donc, j'arrive sur un cycle de 2 ans à Tours, qui est un club très particulier. Ça a été une super aventure, super ville, mais un club, c'est bancal de fou. Ah Quand ouais, bien ouais. même on a eu des super joueurs et la première année, vraiment un super staff. Mais la deuxième année, catastrophique. Et au bout de la deuxième année, je me dis, bon. Et puis, il y a Jérémy Janot qui m'appelle. Je vais à Auxerre pendant quasiment 2 ans. Et à Mhm. Auxerre, c'est un petit peu mon prime avant le prime. C'est hyper relatif parce que c'est un prime hyper rigolo. Enfin, tu vois, de loin, tu t'es dit, t'es sérieux? Mais en fait, j'étais en pleine possession de mes moyens et techniques et physiques. Et surtout, je jouais pas les Ouais. 8 premiers mois de ma carrière à Auxerre. J'ai joué un match de coupe par-ci, par-là. J'ai été performant dans les matchs que je jouais, mais je jouais pas. Mais j'étais dans les personnes, si ce n'est la personne la plus influente du vestiaire, paradoxalement. Et en fait, Ok. là, tout le monde l'a réalisé une fois que j'étais parti. Par contre, juste avant de partir, j'enchaîne des matchs sans prendre de but. L'équipe se redresse complètement. Enfin voilà, on est sur une très très belle dynamique. Et ce qui se passe, c'est qu'à 3 mois de la fin de mon contrat, en janvier, enfin 6 mois de la fin de mon contrat en janvier, bah, il y a Toronto qui me fait une proposition de les rejoindre. Mais bon, tu sais, avec les saisons Ouais. qui se chevauchent, c'était pas évident. Et je jouais à l'époque à Auxerre. Et donc, du coup, étant qui je suis, je vais voir le directeur sportif et le président. Et je leur étale, il me reste 5 mois de contrat. Moi, si vous me proposez de rester pour ma famille et tout, on est super bien, tu vois. Mais si vous voulez plus de moi et si je suis pas dans les plans pour la saison prochaine, laissez-moi partir. J'ai encore 2 ans de football devant moi. S'il y a bien une chose que je mérite, c'est quand même continuer de jouer au foot. Je suis un passionné. Puis c'est une opportunité à laquelle je pensais pas avoir accès un jour, tu vois. Ouais. Et, euh, et ils me disent, bah non, on va pas te prolonger et, et non, tu vas pas partir.
Waouh. Et en plus de ça, le week-end suivant, je suis sur le banc. J'ai fait, Aïe. ah, ça complique. Là, ça se complique réellement. Et donc, après 3, 4 semaines vraiment d'inconfort complet, tu vois, de conflits ouais, un peu bidon, tu vois, Ouais, ouais. il me laisse partir à Toronto. Et comme je t'ai dit, Toronto, à l'époque, sortait d'une saison mitigée, mais c'était l'un des deux, trois top clubs en MLS. Ils avaient gagné l'année d'avant. Tu avais une super équipe, t'as un super stade, t'as un super environnement. Et puis Toronto, c'est une ville de loin, on dit c'est la ville de Drake, on sait pas trop. Et c'est une ville immense, c'est le petit New York, tu vois. Ouais. Je crois que c'est la quatrième plus grande ville d'Amérique du Nord. C'est c'est comme un ami là-bas, Josie Altidore, m'a dit quasiment en arrivant, il me dira, tu verras, c'est l'un des secrets les mieux gardés, Toronto. La ville, tu vois, l'ambiance, l'atmosphère, le cadre de vie. Et c'était vrai. Et donc, du coup, bah, tu vois, au lieu d'exprimer entre guillemets un peu plus mon prime à Auxerre et de continuer, et ben c'est à Toronto que ça s'est passé, quoi, tu vois, parce que j'ai été Ouais. vraiment dans les meilleures années de ma carrière en termes de développement personnel, d'expérience sur le terrain, tu sais, j'avais vécu tellement de moments et compliqués et super enrichissants et super fondateurs que, bah, en fait, mes 2 premières années à Toronto, ça a été comme une connexion instantanée, tu vois, ça a été comme une connexion instantanée. Je crois qu'au bout de le capitaine est en sélection, je crois, au bout de mon 6 ou 7e match. Et Ouais. le coach me donne le brassard quand il n'est pas là. Tu vois, des trucs, Ah tout ouais. s'est passé. Je suis j'arrivais pour concurrencer le numéro un. Donc, puis je crois qu'on gagne les 3 premiers matchs et on fait un match nul, tu sais, 3 victoires, un nul, un truc où tu changes pas ton équipe. Oui, Et c'est il m'a vrai. intégré progressivement. Et dans mes 10 premiers matchs, on n'en gagne que deux, je crois, un truc. Ou mes 8 premiers matchs, on n'en gagne que deux. Et le coach, il m'a plus jamais bougé. Et au final, on arrive en finale cette année-là. On fait une super saison. La saison d'après, on fait aussi. Et c'est comme ça, tu vois, c'était des choses qui étaient. Tu sais, des fois, dans le football, je dis toujours, le football finit toujours par te remettre à ta place. Et je pense que c'était écrit que je vienne un jour en MLS et Oui. de suite à Toronto. Ouais, c'est vrai. Et surtout à Toronto, tu connais des beaux succès là-bas, évidemment. D'ailleurs, cette image, on la voit aux côtés de Zlatan. Tu étais la capitaine. Ça, c'était un match mémorable pour toi, j'imagine, parce que ce jour-là, Zlatan marque un doublé, mais sur son maillot, c'est floqué Irbarimovic, quelque chose comme ça. Donc, ils ont raté le flocage complètement sur son maillot. Et, euh, et d'ailleurs, je crois que tu repars avec le maillot, il me semble. Ouais, c'est Avec ça. ce Alors, maillot historique. c'était tout sauf un match. Tu sais, enfin, moi, je suis vraiment pas le genre de personne qui va. Tu vois, j'adore le joueur, mais je suis pas du tout le genre de joueur. Waouh, c'est vraiment pas du tout ça. Au contraire, c'était plus j'adore le côté iconique de Zlatan. On fait un match super moyen. Il dort tout le match. Il se réveille les 15 dernières minutes du match. Il m'en plante deux. Je fais pas un arrêt. Enfin, c'est pas nécessairement un match comme ça. Mais pour la petite histoire. Moi, je demandais jamais les maillots. Jamais, jamais, Ah jamais. ouais? Super inconfortable, à part mes potes et tout. Ouais. Mais à l'époque, tu vois, mon aîné à 9 ans, mon deuxième à 7 ans, il commence vraiment à être dans le foot et tout. Et en fait, on faisait un road trip. Et donc, comme je t'ai dit, c'est l'époque où Capitaine était parti en sélection pour Mhm. je sais pas, la Copa América ou la Gold Cup ou un truc comme ça. Et donc, du coup, je me retrouvais à être capitaine une série de 3, 4 matchs de suite. Et on avait un road trip. On jouait d'abord à Washington, D.C. Et 4 jours après, on allait à Los Angeles. Donc, je revenais pas chez moi. Et mes enfants me disent, Oh, mais tu vas être capitaine. Et à DC, c'est Rooney capitaine. Et à LA, c'est Zlatan. Et donc, ils me disent, Oh, mais ça serait trop bien que tu aies les maillots. Et en fait, même, ils étaient partis en France. Et ce qui se passe, c'est que du coup, pour mes enfants, j'avais été demander le maillot à Rooney et à Zlatan. C'est Et fort. ça avait été facilité. Pourquoi? Parce que j'avais été capitaine. Et bah, tu sais, on avait une interaction avant le match, après le match, tu vois. Et en plus, c'était une confrontation directe, tu vois. C'était les deux avant-centres. Moi, j'étais gardien. Et ça a été un concours de circonstances assez incroyable. Mais si mes enfants ne me demandent pas les maillots, je Tu les rentres aurais pas? jamais demandés. Et en fait, c'est avéré effectivement en plus après que c'était le fameux Ibrahimovic, tu vois. Bah ouais, c'est iconique, de ouf. Donc ouais, c'est un maillot unique, ouais. Mais il t'a pas dit, c'est pas mon vrai nom. C'est peut-être pour ça qu'il me l'a donné. Tu vois, il s'en est débarrassé. Ouais, non, ouais. En tout cas, comme tu dis, c'est le joueur, je pense, le plus impressionnant que tu as croisé en MLS avec peut-être Rooney, je sais pas, non? Parce qu'il y a eu beaucoup de stars, il y a eu un fléau de stars qui est arrivé en MLS à un moment donné. Et t'en fais partie des Ouais, premiers, ouais, toi, ouais. hein. Ouais, 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 non, c'est vrai que dans le passage à la MLS, c'est vrai que bon, Carlos Vela, vu d'Europe, c'est pas incroyable, mais mes premières années en MLS, il fait quand même une année extraordinaire en 2019. Si, Euh, Carlos Vela à la Real Sociedad.
Ouais, c'est ça, Très Real très Sociedad, fort. il Très était très fort à la Real mais bon, Sociedad. c'est pas du niveau des Higuaín, des Schweinsteiger, des Rooney, des Zlatan. Je parle dans sa globalité, tu vois. Donc, ouais, ce qui s'est passé, c'est que des joueurs de qualité, c'est vrai, en MLS, après, qui étaient un petit peu plus sur la fin, maintenant, on essaye de les recycler, d'avoir des joueurs un petit peu plus tôt, un petit peu plus dans leur prime. Mais maintenant, c'est vrai qu'il y a Suarez, Messi à Miami, pour ne citer que. Voilà, il y a Ricky Puig. Enfin, ouais, c'est vrai que ouais, tu te retrouves exposé à une certaine qualité. Et puis j'en oublie, comme je t'ai dit, je vais peut-être être plus marqué par des joueurs qui n'ont pas fait une carrière aussi grande, mais qui sur un match m'ont marqué peut-être, tu vois, en national, à l'USNAC, la première, ma première année, premier match de championnat, Edouard Mendy dans les buts. Deuxième match de championnat, N'Golo Kanté, Edouard Mendy à Cherbourg. Deuxième match Ouais. de championnat, N'Golo Kanté à Boulogne. Et je crois quatrième match de championnat, on joue Sadio Mané qui faisait son dernier match à Metz avec À toute la Metz. génération Diafra Sakho et tout. Enfin, tu vois. Et Chaud. donc, en fait, c'est OK quand tu reprends en perspective qui est quoi, où, parce que c'est en national à Cherbourg, Boulogne et Metz, je dis que c'était pourri, et parce que oui, Zlatan à LA, Rooney, une fois que leur prime était un peu derrière eux. Non, après Rooney, c'est vrai que c'était. Moi, ce que j'ai adoré avec Rooney, c'est que c'est un cerveau, le mec. Il voit des trucs. Comme j'ai dit, un jour, on joue d'ici pour la première fois. Et moi, j'aime bien jouer haut. Je suis quelqu'un qui est très connecté avec ma défense. Mais pour que la défense joue haut, je reste assez haut derrière pour tu vois, intercepter tous les ballons avant, en profondeur. Mhm. Et Rooney, à un moment donné, il y a une touche, on perd le ballon. Et il est à la moitié de terrain, tu vois. Et je vois, il tourne la tête pour voir où je suis. Oh, je dis, s'il frappe, je suis mort. Mais c'était un ballon super difficile. Et en fait, le ballon, au lieu d'arriver devant lui, de rebondir et d'arriver devant lui, il arrive, mais il reste un petit peu tassé. Donc, il pouvait pas frapper en une touche. Enchaîné. Ouais. Et donc, en fait, nos regards se sont croisés. Et j'ai vu à ce moment-là, c'était top niveau. Parce que, en fait, il avait Putain. envisagé de me lober de Chaud. 50 mètres. Et je dis, ça va trop vite dans sa tête. Parce que il a vu, il a perçu. Et 2 semaines plus tard, il Il met le le, fait. il le met contre Orlando, je crois, ou un truc comme ça. Il met un but du milieu de terrain. Et j'en rigole parce que les mecs de mon équipe, enfin, les mecs à qui j'étais proche, ils n'étaient pas surpris parce que je leur avais dit, les gars, Rooney, faut faire trop gaffe. Je vous jure qu'il m'a marqué un but sans me marquer. Tu vois, c'est-à-dire que, tu vois, Dans la tête, c'est bon, c'était fait, quoi. dans la tête, c'était fait. C'est-à-dire qu'il m'avait battu intellectuellement, tu vois, il m'avait battu à la vision du jeu et tout. Incroyable. Ouais, ouais, Moi ouais. qui veux couvrir pour ma défense, lui, il allait me faire payer cash. Sauf que le ballon s'était pas placé exactement comme il fallait. Je te dis, je crois que c'est 2 semaines plus tard, 3 semaines plus tard, au max, il met un but du milieu de terrain contre Orlando. J'ai fait, ça, c'est du génie. Tu vois, parce que non seulement il exécute bien quand, tu vois, t'as un tout petit espace pour finir, il est chirurgical, mais en plus, il voit, il sent le jeu. Tu vois, c'est un mec qui a reculé dans le temps. Il a joué 6 à Manchester United Prime, tu vois. Ouais, c'est Il vrai. a joué 10, il jouait 9. Oui, c'est C'était relayeur, vraiment tout, ouais. c'était un régal parce que pour beaucoup qui regardent pas le foot, on se dirait ouais, c'est un bison. Tu vois, c'est un mec. Non, 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 c'est un crack, un artiste, tu vois. Et là, Ouais, vraiment, comme je t'ai dit, j'aime bien cette histoire parce que il m'a marqué un but sans m'avoir marqué. Mais il m'a beaucoup appris, tu vois. Il m'a dit, il ouais, c'est fort. y a une différence entre. Parce que le joueur standard de MLS, même le bon attaquant de MLS, il m'aurait jamais vu aussi. Moi, j'étais Ouais, déjà en train d'anticiper la balle en profondeur, tu vois. ouais, ouais, clairement, Et ouais. me lober de 50 mètres. Je fais, ah ouais, fort. Non, c'est incroyable, c'est très très fort. Et toi, tu kiffes toujours? Ouais, en fait, avant ta fin de ta carrière, là, malheureusement, comme ça s'est déroulé, t'as toujours kiffé jouer au foot? Enfin, le plaisir de Toujours. jouer. Je parle Toujours. pas. Mais quand je te Ouais? dis toujours, il n'y a pas un jour et j'ai été dans des conditions pourries. Enfin, tu vois, j'ai eu la chance de finir dans deux des trois meilleurs centres d'entraînement, tu sais, à Toronto et à Atlanta en termes de qualité d'infrastructure, c'est top niveau. Donc j'ai eu la chance de terminer là. Mais à l'USNAC, on était sur des terrains, c'était des terrains municipaux. Enfin, tu vois, il n'y avait rien de particulier. Évian, c'était un club en construction, mais c'était une catastrophe, les infrastructures, tu vois. Mais moi, c'était vraiment le plaisir du ballon, du quotidien, de la compétition, du groupe. Y a pas, moi, c'est ce qui me manquera le plus. Du coup, Quentin, comme on a l'habitude de le faire ici sur H2F, on va finir cette interview sur un petit jeu. Si tu veux bien, c'est le fait ou pas fait. Je vais te proposer en fait des situations et tu vas me dire si tu as déjà fait ou pas fait, ok? Ouais. Alors, fait ou pas fait, vécu ou séparé une bagarre à l'entraînement ou dans le vestiaire? Fait et refait. T'as fait, t'as tout fait, tu l'as séparé, J'ai t'as fait et j'ai VS1. refait. Non, non, c'était pas. Moi, Ah, ok. c'était pas. Ouais, s'il C'était y a eu pas ton des délire. embrouilles. J'ai beaucoup plus séparé qu'on m'a séparé, ça, c'est sûr. Ouais, ça va. Alors, fait ou pas fait, échanger ton maillot avec une légende du football, mais ça, tu nous l'as dit dans l'interview, je crois. Avec Ouais, deux ouais, légendes, même. ouais. Ouais, ouais,
Ouais, c'est clairement, ça. Et, c'est fait contre mon gré. pour tes enfants. Et c'est bien de le faire. Alors, fait ou pas fait, gros clash avec un de tes coachs. Ouais, fait. Ok. C'était où? Alors, gros clash. Pas gros clash, mais Désaccord. clash qui aurait pas dû avoir lieu, tu vois, et j'en prends la responsabilité. Ah oui. Oh, c'était à Toronto. C'était à Toronto, dans une nouvelle ère. On était en deuxième année de Covid. On se retrouvait valdinguer à droite, à gauche. On était séparés de nos familles. Et puis le coach, pour moi, manquait d'énormément de clarté, sauf qu'il a mis 3 mois à me le dire. Enfin, voilà. C'est des choses où, à un moment donné, comme j'en ai parlé récemment sur le podcast, hein, Ah ouais. j'ai eu le mauvais comportement, mais j'ai beaucoup appris sur le management, sur les hommes aussi. Et donc, ça a été une bonne leçon. J'en ai payé quand même pas un lourd tribut, mais si je devais le recommander, communiquer, c'est toujours beaucoup plus facile que de. Tu vois, c'est un peu un trait masculin, tu vois. Au lieu de tout garder pour soi-même, faut communiquer. Et même si tu es joueur, tu prends le coach entre quatre yeux et tu essaies d'avoir une tendance. Après, malheureusement, c'est que tout le monde n'est pas enclin à communiquer clairement, à être transparent sur ses intentions, quand bien même elles vont pas dans ta direction. Mais ouais, c'est arrivé. Après, ça n'a jamais été des gros clashs. Moi, c'est toujours dans le respect. Toujours dans le respect, mais par contre, c'était des accords. Et Ouais. oui, effectivement, c'était devant tout le monde et c'est ça qui est regrettable. Ouais. Ok, ça marche. Et du coup, pour finir, Quentin, fait ou pas fait, te faire un gros kiff avec ton premier gros salaire. Non, je suis. Alors, oui, des gros kiffs. Tu sais, pour moi, partir en vacances, c'est un gros kiff. Oui, en famille, oui. Mais ouais, pas de Lamborghini, pas de, Pas de montre, pas de montre, pas de bijoux, voilà. pas de Lamborghini, pas Pas, de, pas de pas longue de chaîne bijoux. comment il Ouais, à la s'appelle? Le 50 roi Cent ou Enoch. n'importe. Non, ouais, 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 non, non, j'ai rien de tout ça, rien de tout ça. J'ai kiffé, mais dans une certaine mesure, parce que d'une part, c'est pas exactement ma personnalité, tu vois. Je suis plus dans la discrétion que dans le besoin d'appartenance et d'être vu et dans le besoin d'attention. Mais attention, hein, j'ai trop dépensé à certains moments dans des choses qui n'avaient pas exactement de la valeur, mais c'était assez pour que ce soit une bonne leçon, mais pas assez pour que ce soit quelque chose que je regrette, si Ok, ça a du sens. Donc, ouais. ouais, non, il n'y a pas eu un gros, un gros ambiançage. Je me suis bien amusé, j'ai partagé des très très bons moments et un certain niveau de vie me l'a permis, mais ça a toujours été dans une certaine mesure et rien qui soit dégoûtant ou préjudiciable ou même juste trop, tu vois. Ouais, je comprends. En tout cas, merci beaucoup pour ton honnêteté, Quentin. Et je te souhaite le meilleur pour la suite. Merci pour ce moment football. Ça a été rapide, mais vu la distance et tout et nos obligations, on a fait quelque chose de propre et de correct, je pense. Et merci beaucoup encore, Quentin. Avec plaisir, Bilal. Merci à vous, l'équipe, d'avoir suivi cette H2F interview. Et je vais vous mettre d'ailleurs le lien Instagram de notre page sous cette vidéo et aussi le lien du podcast de Quentin avec Sébastien et Ricardo Facci sous cette vidéo ici. Donc si vous voulez aller checker tout ça, les gars, faites-vous plaisir. C'est que du bon, que du pur football et que de la bonne parole comme on aime. Dans le podcast, on essaye d'inviter des joueurs, mais aussi des gens qui vivent du football et qui font partie de l'écosystème du foot et qui en vivent bien et qui prennent énormément de plaisir, tu vois. Et c'est super important. Merci Quentin. Avec plaisir, avec plaisir, avec plaisir. C'est normal. Bon courage à toi pour ton podcast, pour ce que tu fais. Et puis, comme j'ai dit, content d'avoir donné un petit peu de force. C'est le moins qu'on puisse faire. Je sais ce que c'est. Ouais, on essaye de se débrouiller.